Tu peux commander une machine à laver sur un téléphone en 30 secondes, la faire livrer en 48 heures et obtenir un remboursement en 3 clics. La chaîne logistique est parfaite. Sauf qu'il y a des endroits en France où cette machine était fabriquée à quelques centaines de mètres des maisons où elle est encore utilisée. Ces endroits existent toujours. L'usine, elle, n'existe plus. Et ce qui reste, les rues ouvrières, les immeubles, les friches, les façades vides, se vend en 2026 à des prix que les portails nationaux n'affichent presque jamais en page d'accueil. Quand l'usine ferme, les emplois partent. Mais les maisons, les cités ouvrières, les friches et les vitrines vides restent. Ces 7 villes ont chacune perdu une usine identifiable, une marque, un site, un nom de groupe. Certaines fermetures datent de 2003, d'autres de 2021. Une se consomme en ce moment, en 2026. Le résultat sur le marché immobilier est chaque fois le même. Des prix au mètre carré bien en dessous de la moyenne nationale. Dans des territoires qui ont encore des habitants, des mairies, des écoles. Ce que les portails grand public ne filtrent pas par ce critère-là. En 2012, Electrolux annonce la fermeture de son site de Revin, dans les Ardennes. La nouvelle tombe sur une ville de moins de 6000 habitants. 419 emplois directs menacés. Pour calibrer ce chiffre, rappelle-toi que Revin comptait à l'époque autour de 7000 habitants. Perdre 419 postes dans une ville de cette taille, c'est une proportion qui dépasse ce que la plupart des grandes métropoles ressentiraient avec la disparition d'une entreprise entière de leur tissu économique. En 2014, la production de lave-linge s'arrête définitivement. Le portail se referme pour la dernière fois. Ce que Revin fabriquait, c'était du concret, du visible, du quotidien. Pas un composant invisible dans une chaîne de valeur mondiale, une machine à laver. Une marque que les familles françaises reconnaissaient. Electrolux avait choisi les Ardennes pour des raisons historiques. Main-d'œuvre disponible, bassin industriel structuré, capacité de production. Et pendant des décennies, les ouvriers de Revin ont assemblé les machines que d'autres commandaient dans des catalogues. Puis la logique économique a changé. La production s'est déplacée. Les machines continuent d'être vendues. Les gens qui les assemblaient sont restés à Revin. La ville s'étire le long de la Meuse, encaissée dans une boucle du fleuve que les massifs forestiers des Ardennes compriment de chaque côté. C'est un paysage d'une densité végétale presque oppressive en été, qui vire au gris et à l'ocre en hiver. Les maisons ouvrières, qui constituent la majorité du parc immobilier, sont construites en briques, alignées sur des rues en pente douce. Le style est fonctionnel, robuste, pensé pour des familles de travailleurs qui avaient besoin d'espace, pas de décoration. Ces maisons sont toujours là. Elles se vendent. En 2026, le prix médian au mètre carré à Revin se situe à 936 € selon Meilleurs Agents. C'est l'un des prix au mètre carré les plus bas pour une ville de cette taille en France. Pour mettre ce chiffre en perspective, une maison ouvrière de 80 mètres carrés revient au prix actuel du marché autour de 75 000 €. Certaines annonces descendent bien en dessous. La population fiscale enregistrée par la DGFiP en 2025 est de 5 924 habitants. La ville continue à fonctionner. La mairie est ouverte, l'école est ouverte. Le taux global de taxe foncière bâtie est de 51,37% selon les données DGFiP 2025. C'est un niveau élevé. Un acheteur qui entre sur ce marché à bas prix doit intégrer ce paramètre dans son calcul. La charge fiscale annuelle est substantielle, même sur un bien acheté peu cher. Ce n'est pas une anomalie locale,
c'est un mécanisme récurrent dans les territoires post-industriels qui maintiennent leurs services publics avec une assiette fiscale réduite. L'inconvénient principal de Revin est documenté et visible. L'économie locale n'a pas trouvé de substitut à l'industrie. Le taux de chômage dans le bassin ardennais reste parmi les plus élevés de France. Les services se sont réduits. Certains commerces du centre-ville n'ont pas été remplacés. Le marché immobilier est peu liquide. On peut acheter à bas prix, mais revendre n'est pas garanti dans un délai court. La question d'un acheteur réaliste à Revin n'est pas le prix d'entrée. C'est la raison pour laquelle il s'y installe. Ce qui reste à Revin, concrètement, c'est un stock de maisons en briques, construites pour une économie qui n'existe plus, dans un site naturel qui, lui, n'a pas changé. La Meuse coule toujours, les forêts sont toujours là, les maisons aussi. Le marché dit 936 € le mètre carré. C'est le résidu d'une décision industrielle prise dans un bureau lointain en 2012. Et c'est aussi, en 2026, le point d'entrée le plus bas de cette liste. Revin et Fumel ont en commun des prix sous la barre des 1100 € le mètre carré. Mais dans le cas suivant, ce n'est pas seulement l'usine qui a fermé, c'est une activité industrielle qui structurait le territoire depuis le 19e siècle. Et le taux de taxe foncière y atteint 55,66%. Quelqu'un achète quand même. Fumel n'est pas une ville qui a eu une usine. Fumel est une ville qui était une usine. Depuis le 19e siècle, le bassin métallurgique du Lot structure l'identité de ce territoire du Lot-et-Garonne. La métallurgie n'était pas une activité parmi d'autres. C'était la raison économique de l'existence de la ville sous sa forme industrielle moderne. Les générations se succédaient dans les mêmes ateliers. Les familles ouvrières s'organisaient autour des horaires de production. La ville vivait au rythme des fours et des presses. Le 4 juin 2018, la fermeture définitive de l'usine métallurgique Métal-Aquitaine met fin à ce cycle. Ce n'est pas une restructuration, pas un transfert de production vers un autre site, c'est un arrêt. Le site industriel reste debout, mais il est vide. La dépollution et la reconversion du site industriel sont en attente à la date de 2026, ce qui signifie concrètement qu'une portion du territoire de Fumel reste dans un état de suspension administrative et environnementale. La friche est visible. Elle occupe une place dans le paysage et dans l'économie foncière locale. La ville compte 4805 habitants selon la population fiscale DGFiP 2025. C'est une ville petite, mais une ville réelle, avec ses commerces de proximité, son marché, ses services. Elle est construite à flanc de coteaux, au-dessus de la vallée du Lot, dans un paysage de Nouvelle-Aquitaine qui mélange les vignes, les chênes et les cultures du Quercy blanc. La rivière donne à ce territoire une qualité climatique et paysagère qui contraste directement avec la réalité économique héritée de la métallurgie. Les prix au mètre carré à Fumel se situent à 1023 € pour l'ancien, selon le Figaro Immobilier en 2026. Solvimo affiche un prix médian à 1239 € le mètre carré pour la même période. La fourchette est donc documentée et cohérente. Ce qui est disponible à l'achat, c'est du bâti ouvrier et bourgeois de la vallée. Maisons en pierre du Lot, petits immeubles construits pendant les décennies industrielles, maisons de bourg avec jardin. La qualité du bâti est hétérogène. Certains logements nécessitent des travaux importants, d'autres sont habitables directement. Le taux global de taxe foncière bâtie est de 55,66% selon les données DGFiP 2025. C'est le taux le plus élevé de cette liste pour les premières entrées. Ce chiffre reflète la tension caractéristique d'un territoire post-industriel. La ville doit financer ses services publics, écoles, voiries, équipements, avec une base économique qui s'est contractée. Le contribuable propriétaire supporte une part de cette charge. Un acheteur à Fumel
entrent sur un marché avec un prix d'accès bas et une charge fiscale annuelle élevée. Ces deux paramètres sont liés. L'inconvénient de Fumel est structurel. La friche industrielle non dépolluée représente un risque réel. Elle bloque une partie du potentiel de développement économique du territoire, elle peut peser sur l'image de la commune, et elle soulève des questions de qualité environnementale qui méritent d'être vérifiées avant tout acte d'achat. Le marché immobilier local est atone. Les délais de vente sont longs, les acquéreurs peu nombreux. Fumel n'est pas en déclin brutal, mais sa dynamique démographique est descendante. Ce qui reste à Fumel après le 4 juin 2018, c'est une ville bâtie autour d'une logique industrielle qui n'est plus là. Les maisons sont debout. La vallée du Lot est toujours belle. Le marché propose des biens entre 1023 et 1239 € le mètre carré. La friche industrielle attend sa reconversion. Et quelque part entre ces deux réalités, le paysage qui dure et l'économie qui s'est arrêtée, il y a des gens qui continuent à y vivre et d'autres qui continuent à acheter. Le bassin de Decazeville, dans l'Aveyron, a une mémoire industrielle qui remonte à la mine. Le charbon, puis l'acier, puis les métaux, puis la sous-traitance automobile. Chaque décennie a ajouté une couche à cette économie industrielle que les massifs du Massif central semblaient protéger du reste du monde. Viviers est le cœur géographique du bassin. Decazeville en est la ville principale, avec 5237 habitants selon la DGFiP 2025. Viviers elle-même compte 1236 habitants. Ce sont deux communes liées par une histoire commune et par la même réalité économique actuelle. Le 29 novembre 2021, la fonderie SAM ferme définitivement. Environ 350 salariés sont concernés. La SAM n'était pas une entreprise autonome dans le sens ordinaire du terme. Elle était sous-traitante de Renault, fabriquant des pièces de fonderie pour les véhicules du constructeur. Quand la décision de ne pas renouveler les contrats de sous-traitance intervient, la SAM n'a pas de marché alternatif suffisant pour survivre. La liquidation judiciaire est prononcée. La fonderie s'éteint à petit feu, puis s'arrête. Le conflit social qui entoure la fermeture de la SAM est l'un des plus visibles de l'année 2021 en France. Les salariés, leurs familles, les élus locaux, les syndicats, tout le territoire se mobilise pendant des semaines. Le cas est suivi par les médias nationaux comme un symbole d'une sous-traitance industrielle française qui se trouve sans protection lorsque le donneur d'ordre change de stratégie. Ce n'est pas une fermeture anonyme. C'est une fermeture qui a un visage public. En 2024, la région Occitanie devient propriétaire de l'ancien site industriel. C'est un fait rare dans la géographie post-industrielle française. Une collectivité territoriale qui assume directement le passif et l'actif d'un site fermé, plutôt que de le laisser entre les mains d'un liquidateur ou d'un promoteur privé. Ce choix ouvre des possibilités de reconversion à long terme, mais ne résout pas immédiatement la question de l'emploi local, ni celle de la dépollution éventuelle du site. Les prix au mètre carré à Viviers se situent à 946 € selon Meilleur Agent en 2026. Dans Decazeville voisins, le Figaro Immobilier et Efficity indiquent des valeurs entre 863 et 920 € le mètre carré. L'ensemble du bassin propose donc des biens autour de 900 à 950 € le mètre carré. Ce qui est à vendre, c'est du bâti ouvrier de l'Aveyron. Maisons en pierre ou en parpaing construites pendant les décennies minières et métallurgiques. Petits logements de bourg, quelques maisons de maître dans les parties hautes du territoire. Le bâti est dense, construit serré, pensé pour des familles nombreuses qui travaillaient proches. L'honnêteté sur les contraintes du bassin de Decazeville est nécessaire. Le marché de l'emploi local reste sous tension depuis la fin de la mine et désormais depuis la fermeture de la SAM. Le territoire est enclavé dans l'Aveyron, loin des métropoles régionales. Rodez est à une 50aine de kilomètres, Toulouse à près de 2 heures.
L'hôpital de référence est à Decazeville même, avec des capacités limitées pour des spécialités médicales avancées. Ces distances ne sont pas anecdotiques pour quelqu'un qui envisage une installation permanente. Ce qui reste dans le bassin de Decazeville, après novembre 2021, c'est un territoire qui a déjà survécu à la fin de la mine et qui traverse maintenant la fin de la fonderie. Les maisons en pierre de l'Aveyron ne disparaissent pas. Le paysage des gorges du Lot et du Dourdou reste intact. Et la région Occitanie, propriétaire du site depuis 2024, devra décider ce que devient ce terrain. Pour l'heure, les annonces affichent des maisons à moins de 950 € le mètre carré, dans un territoire qui cherche son prochain chapitre économique. 3 territoires, 3 fermetures, 3 marchés sous les 1050 € le mètre carré. Le cas suivant change la temporalité. Ce n'est pas un SIER daté le 2014 ou 2021. C'est un SIER qui se consomme en 2026. La dernière ligne de production d'une tradition industrielle commencée au XIXe siècle. Et les maisons se vendent à 875 € le mètre carré pendant que ça se passe. Il y a des villes dont le nom porte une date. Fourmi, dans le nord, porte 2 dates. La première est le 1er mai 1891. Ce jour-là, des soldats ouvrent le feu sur des manifestants ouvriers dans les rues de la ville. 9 morts, dont des adolescents. L'événement entre dans l'histoire du mouvement ouvrier français comme l'un de ses moments fondateurs. Fourmi n'était pas n'importe quelle ville ouvrière. C'était la capitale textile de l'Avesnois. Une ville qui tissait, filait, transformait la matière brute en tissu depuis le début de la révolution industrielle. La deuxième date est plus récente. En 2025, le dépôt de bilan de la dernière entreprise textile encore active à Fourmi est enregistré. La liquidation effective se consomme en 2026. Ce n'est pas une métaphore, pas une simplification narrative, c'est la chronologie documentée. La tradition textile de Fourmi, celle pour laquelle des ouvriers ont été tués en 1891, celle qui a structuré des générations de familles du Nord, se ferme formellement pendant l'année en cours. Le processus de désindustrialisation qui a duré plusieurs décennies arrive à son terme documentaire. Fourmi compte 11 715 habitants selon la population fiscale DGFiP 2025. C'est la ville la plus peuplée de cette liste pour ses premières entrées. Une ville de cette taille a une infrastructure urbaine complète. Commerce, services publics, lycée, hôpital de proximité. Ce n'est pas un village en voie d'extinction. C'est une ville moyenne du Nord qui traverse la fin d'une économie industrielle centenaire et qui cherche ce qui peut venir après. Le paysage de Fourmi est celui de l'Avesnois. Bocage dense, collines douces, forêt. La frontière belge est proche. Cette zone de la France, coincée entre le bassin minier au nord et les Ardennes au sud-est, a une identité culturelle forte, un accent reconnaissable, une tradition de solidarité ouvrière qui imprègne encore la vie sociale locale. Les maisons textiles, construites en briques rouges comme partout dans le Nord, forment l'essentiel du parc immobilier résidentiel. En 2026, les annonces affichent un prix médian à 875 € le mètre carré selon le Figaro Immobilier. Meilleur Agent indique 1032 € le mètre carré et Square Habitat situe les maisons à 1137 € le mètre carré. La fourchette est donc large, mais l'entrée basse du marché se situe en dessous de 900 € le mètre carré. Le taux global de taxe foncière bâtie est de 48,74% selon DGFiP 2025. C'est un taux élevé, cohérent avec les autres villes post-industrielles de ce territoire. L'inconvénient de Fourmi est réel et documenté. Le taux de chômage dans l'Avesnois est structurellement élevé. La proximité avec la Belgique n'est pas nécessairement un avantage pour l'emploi local. Elle peut au contraire drainer les travailleurs qualifiés vers des salaires belges. Le marché immobilier de Fourmi est peu dynamique.
L'image de la ville est celle d'un territoire en reconversion difficile. Et le fait que la liquidation de la dernière entreprise textile intervienne en 2026 ne simplifie pas la perception externe du territoire. Ce qui connecte la fusillade de 1891 et la liquidation de 2026, c'est simplement le textile. L'industrie pour laquelle des gens sont morts dans les rues de Fourmies au XIXe siècle est la même industrie qui se ferme administrativement au XXIe. L'histoire ouvrière de cette ville est une ligne continue. Et ce qui reste en 2026 à acheter dans cette ville où cette ligne s'achève, c'est du bâti en briques, des rues ouvrières intactes et un marché qui propose des maisons autour de 875 € le mètre carré. Le 17 janvier 2003, Metaleurop Nord dépose le bilan. Environ 830 emplois directs disparaissent du jour au lendemain à Noyelles-Godault. Il n'y a pas de plan social à la hauteur de l'événement. Il n'y a pas de repreneur identifié. Il y a une ville, dans le Pas-de-Calais, qui se retrouve face à un vide industriel brutal dans un territoire déjà fragilisé par la fin de la mine. Le cas Metaleurop devient rapidement une référence nationale, un symbole de ce que peut faire une fermeture industrielle non anticipée sur un territoire qui n'a pas d'alternative immédiate. La fonderie de zinc et de plomb de Metaleurop Nord a ouvert en 1894. Pendant plus d'un siècle, elle a fonctionné, transformé des métaux, employé des générations de familles du bassin minier. Le zinc et le plomb, traités pendant toutes ces décennies, ont laissé une trace dans les sols. La pollution des sols au plomb et au zinc autour du site est documentée et a fait l'objet de procédures judiciaires pendant les années 2000 et 2010. Ce n'est pas une suspicion, c'est un fait qui a des conséquences légales concrètes sur les transactions immobilières. Ce que ça signifie pour un acheteur en 2026, c'est ceci. Acquérir un bien à Noyelles-Godault implique de vérifier les diagnostics relatifs à la pollution des sols. La réglementation française impose des obligations de transparence dans les ventes immobilières sur les sites pollués ou potentiellement pollués. Ces obligations ne découragent pas nécessairement l'achat, mais elles le compliquent. Demande à quelqu'un qui a acheté dans ce secteur dans les années 2010. La question de l'état des sols revient systématiquement dans les conversations préalables à la signature. Noyelles-Godault compte 5 975 habitants selon la population fiscale DGFiP 2025. La ville est dans la banlieue immédiate de Lens, dans le bassin minier classé à l'UNESCO pour son paysage industriel. Le Louvre-Lens est à quelques kilomètres. Cette proximité avec Lens donne à Noyelles-Godault une réalité différente des autres villes de cette liste. Elle bénéficie d'une infrastructure métropolitaine relative, d'une desserte ferroviaire, d'une connexion au réseau d'emploi lensois, même réduit. En 2026, le prix médian selon Meilleurs Agents est de 1 708 € le mètre carré, avec un range entre 1 301 et 2 789 € le mètre carré. Ce n'est pas le bas de la liste, c'est le reflet d'une réalité plus complexe. La proximité de Lens et de son bassin d'attraction génère une demande résidentielle qui ne se trouve pas à Revin ou à Viviers. La présence d'acheteurs qui travaillent ailleurs mais cherchent un logement abordable à moins d'1 heure de Lille soutient partiellement les prix. Le taux global de taxe foncière bâtie est de 48,15% selon les données DGFiP 2025. 20 ans après la fermeture de janvier 2003, France 3 continue à consacrer des reportages commémoratifs à Metaleurop Nord. Peu de fermetures industrielles françaises maintiennent cette intensité de mémoire médiatique nationale 2 décennies plus tard. Le cas a une vie propre dans l'espace public. Il est cité dans des débats parlementaires sur le droit des salariés, dans des études sur la désindustrialisation, dans des documentaires. Noyelles-Godault n'est pas un territoire anonyme dans la géographie post-industrielle française. C'est l'un de ces cas les plus cités, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son charme résidentiel. Ce qui reste à Noyelles-Godault en 2026, c'est une ville avec ses maisons du bassin minier,
les corons, les maisons basses en briques, les jardins arrière étroits, dans un territoire où la question des sous-sols pollués fait partie de l'acte d'achat. Le marché propose des biens à partir de 1 301 € le mètre carré, selon le range meilleur agent. C'est un marché avec une histoire visible, une contrainte environnementale réelle et une mémoire nationale qui ne s'efface pas. 5 villes, 5 fermetures entre 2003 et 2026. Ce qui suit change la dimension symbolique du récit. Une marque que toute la France a eue dans sa cuisine. Et une date de fermeture qui a été littéralement effacée de la mémoire collective nationale par un autre événement survenu le même jour. Les 1000 emplois perdus ce jour-là n'ont jamais eu leur place dans les titres. Dans les cuisines françaises des années 1970, 1980 et 1990, le nom Moulinex était présent sous 2 ou 3 formes différentes. Le robot ménager, le moulin à café, le grille-pain, peut-être le batteur électrique. Moulinex était une de ces marques dont le nom était devenu un nom commun dans certains usages. On ne disait pas le robot de cuisine, on disait le Moulinex. Cette densité de présence dans la vie domestique française ordinaire avait une contrepartie géographique. Des usines. Des usines en Normandie, des ouvriers en Normandie, des familles qui vivaient du Moulinex en Normandie. Le 11 septembre 2001, l'usine Moulinex d'Alençon ferme définitivement. Environ 1000 salariés se retrouvent sans emploi en une seule journée. La date est connue à Alençon pour cette raison précise. Mais dans la mémoire médiatique internationale, le 11 septembre 2001 est occupé par un autre événement, survenu en fin d'après-midi, heure française. Les 1000 licenciements d'Alençon n'ont pas eu de place dans les journaux télévisés ce soir-là. Localement, la date reste marquée. Nationalement, elle est absorbée par un bruit d'une autre nature. Alençon est la préfecture du département de l'Orne. Ce statut administratif lui confère une réalité que les autres villes de cette liste n'ont pas systématiquement. Des services d'État, des administrations, un tribunal, une sous-préfecture, un réseau d'établissements scolaires complet, des hôpitaux. La ville n'est pas en voie de désertification des services publics. Elle a perdu une industrie, pas ses fonctions urbaines. Avec 26 378 habitants, selon la population fiscale DGFiP 2025, c'est de loin la ville la plus grande de cette liste. Le paysage autour d'Alençon est celui du bocage normand dans sa version sudiste. Moins humide que le Cotentin, plus ouvert que le Perche. La ville est construite sur la Sarthe et l'Orne, avec un centre-ville médiéval partiellement préservé. Des quartiers résidentiels du 19e et du 20e siècle qui constituent l'essentiel du parc immobilier. Les quartiers construits pendant les décennies industrielles, pour loger les ouvriers de Moulinex et des autres industries qui ont structuré l'économie alençonnaise, sont fonctionnels, denses, avec des espaces verts. Ce sont ces quartiers qui maintiennent les prix bas. En 2026, le prix médian à Alençon est de 1 580 € le mètre carré selon Real Advisor. AV Transactions affiche les maisons à 1 758 € le mètre carré. Meilleurs agents indiquent des zones autour de 1 358 € le mètre carré selon les rues. La fourchette est cohérente pour une préfecture normande de cette taille. Pour référence, une préfecture normande comparable, avec une économie plus diversifiée, affiche facilement 2 500 à 3 000 € le mètre carré. Alençon reste en dessous de ce niveau depuis des années. Ce n'est pas une anomalie passagère, c'est une réalité structurelle qui tient à l'histoire industrielle de la ville et à l'atonie économique persistante qui a suivi. Le taux global de taxe foncière bâtie est de 55,69% selon les données DGFiP 2025. C'est le taux le plus élevé de cette liste. Une préfecture qui maintient ses services publics
avec une économie locale sous-performante par rapport à son rang administratif, transfère une part significative de ce coût sur les propriétaires. Ce paramètre est à intégrer dans tout calcul d'acquisition à Alençon. L'inconvénient d'Alençon n'est pas l'isolement. La ville est à 2 heures de Paris par le train, à 1 heure du Mans. L'inconvénient est la dynamique économique. Malgré des tentatives de reconversion des années 2010 aux années 2020, Alençon n'a pas réussi à générer une économie de substitution à la hauteur de ce qu'elle avait perdu avec Moulinex et d'autres fermetures industrielles normandes. Le marché de l'emploi local est insuffisant pour une ville de cette taille. Beaucoup de résidents travaillent à distance ou font des trajets pendulaires vers des bassins d'emploi plus dynamiques. C'est vivable, mais ça se sait. Ce qui reste à Alençon en 2026, c'est une préfecture de plein exercice avec des services publics, un centre-ville historique, un parc immobilier varié et des prix qui n'atteignent pas ceux des préfectures normandes comparables. La marque Moulinex n'est plus fabriquée ici depuis le 11 septembre 2001. Mais les maisons construites pour les ouvriers qui l'assemblaient sont encore là, sur le marché, à 1 580 € le mètre carré, selon Real Advisor. Ce n'est pas une erreur d'affichage, c'est la trace durable d'un événement industriel qui a changé le rapport de cette ville à sa propre valeur. Aucun des cas précédents ne concentre autant de strates sur un territoire aussi petit. Bessay-sur-Bray, dans la Sarthe, compte 2075 habitants selon la population fiscale DGFiP 2025. Ce n'est pas une ville moyenne, pas une ville industrielle au sens des bassins miniers ou textiles, c'est un bourg. Un bourg qui avait une papeterie. Et cette papeterie, Arjowiggins, n'était pas une PME locale. C'était l'un des sites papetiers les plus anciens et les plus emblématiques de France, dont l'activité à Bessay-sur-Bray remontait au XIXe siècle, et dont le nom de groupe était connu à l'échelle industrielle européenne. Arjowiggins fabriquait du papier de haute qualité. Papier couché, papier recyclé, papier technique. Pas du papier standard, pas du papier d'emballage. Du papier dont la fabrication requiert un savoir-faire industriel précis, transmis sur plusieurs générations d'ouvriers dans ce bourg de la Sarthe. La rivière Bray, qui traverse Bessay-sur-Bray, n'est pas là par hasard dans cette histoire. La papeterie s'était installée à cet endroit précisément parce que l'eau était disponible en quantité, indispensable à la fabrication du papier. L'industrie et la géographie étaient liées depuis le début. Entre 2019 et 2020, la cessation de production et la liquidation judiciaire de la papeterie Arjowiggins interviennent. Le détail exact de la chronologie, les annonces, les espoirs de reprise, les plans sociaux successifs, a été suivi par Le Monde et par plusieurs documentaires qui ont fait de ce conflit l'un des cas de résistance ouvrière les plus documentés de la décennie. Les salariés d'Arjowiggins ne sont pas simplement devenus des chômeurs statistiques. Ils sont devenus, pendant des mois, des figures publiques de la résistance à la liquidation. Ils ont négocié, manifesté, occupé le site, cherché des repreneurs. L'ensemble du processus a eu une résonance médiatique nationale rare pour une entreprise de cette taille dans un bourg aussi petit. En 2021, le site est vendu à un repreneur. Ce n'est pas une reprise complète de l'activité, c'est une vente du site industriel dans le cadre de la procédure de liquidation. La mémoire ouvrière de la lutte est documentée, archivée, citée dans des études sur la sous-traitance et la désindustrialisation des territoires ruraux français. Bessay-sur-Bray n'est plus anonyme dans la géographie post-industrielle française. Son nom est dans les archives de Le Monde, dans des documentaires, dans des débats sur la condition ouvrière du XXIe siècle. Le taux global de taxe foncière bâtie est de 42,34% selon les données DGFiP 2025. C'est le taux le plus bas de cette liste,
un avantage fiscal relatif qui s'explique en partie par la structure fiscale d'une petite commune qui n'a pas les mêmes charges qu'une préfecture ou une ville moyenne. Ce paramètre change le calcul d'un acheteur. Le prix d'entrée est bas, la charge annuelle est comparativement modérée. En 2026, le prix bas du range indiqué par Meilleurs Agents se situe à 874 € le mètre carré. C'est le seuil d'entrée le plus bas de l'ensemble de cette liste. Pour être précis sur ce que Meilleurs Agents indique, le range complet va de 874 à 3488 € le mètre carré, avec un médian appartement à 1943 € le mètre carré. Ces chiffres reflètent la diversité du parc immobilier d'un bourg de la Sarthe. Des maisons modestes, des maisons ouvrières construites pendant les décennies papetières, et quelques biens de caractère, maisons de maître, anciennes demeures bourgeoises, qui tirent l'extrémité haute du range vers le haut. Ce qui est concrètement disponible à l'achat dans le bourg, c'est ce que les décennies papetières ont laissé. Des maisons de tissu ouvrier, construites en pierre locale de la Sarthe ou en briques selon les époques, avec des jardins, des dépendances, parfois des granges attenantes. L'architecture est sobre, fonctionnelle, rurale. Elle n'a pas le caractère des maisons de bourg viticoles ou côtiers. C'est une architecture du labeur industriel transposée en milieu rural. Et c'est précisément ce qui la rend accessible à ces niveaux de prix. L'inconvénient de Bessay-sur-Bray est à la mesure de sa taille. 2000 habitants, c'est peu pour maintenir une gamme complète de services de proximité. L'hôpital le plus proche est à la Ferté-Bernard ou au Mans, selon la spécialité. L'école primaire fonctionne, mais le collège se trouve dans une commune voisine. Les commerces du bourg sont limités. La desserte ferroviaire est inexistante. Il faut une voiture. Pour quelqu'un qui vient d'une ville moyenne ou grande, l'adaptation à cette échelle de service prend du temps. Cela ne disqualifie pas Bessay-sur-Bray, mais ça le qualifie différemment. Ce n'est pas un projet de vie pour tout le monde. Ce qui rend Bessay-sur-Bray différent des autres cas de cette liste, c'est cette combinaison entre la petite taille du territoire et la grande visibilité nationale du conflit industriel. Bessay-sur-Bray a eu plus de couverture médiatique pendant la fermeture d'Arjowiggins qu'Alençon au moment de la fermeture de Moulinex. Un bourg de 2000 habitants qui entre dans le monde comme un symbole et qui ressort de cette période avec des maisons à 874 € le mètre carré, selon l'entrée basse du range Meilleurs Agents. On pourrait croire à une erreur d'affichage. Ce n'en est pas une. La vallée de la Bray est calme, verte, caractéristique du Perche sartois. Le paysage n'a pas changé depuis que la papeterie fonctionnait. Les collines boisées, les prairies humides en fond de vallée, les maisons en tuffeau dans les bourgs voisins, tout cela est intact. Ce qui a changé, c'est l'économie de ce territoire. La papeterie était le poumon économique de Bessay-sur-Bray. Sans elle, le bourg fonctionne au ralenti. Avec ses habitants permanents, quelques nouveaux arrivants attirés par les prix, et la mémoire d'une lutte ouvrière qui a duré assez longtemps pour laisser une trace nationale. Si tu cherches le point d'entrée le plus bas de cette liste, en termes de prix au mètre carré, de charges fiscales annuelles et d'accès à un bâti de caractère dans un paysage préservé, Bessay-sur-Bray est la réponse arithmétique. Mais la réponse humaine dépend d'une question que le marché immobilier ne pose pas. Est-ce que tu peux construire une vie dans un bourg de 2000 habitants dont la raison industrielle d'être a disparu en 2020 et dont la prochaine raison d'être n'est pas encore écrite? C'est la vraie question que pose chacun de ces 7 territoires. Le prix au mètre carré est visible sur les portails. La réponse à cette question, elle, ne l'est pas. Une préfecture normande a moins de 1600 € le mètre carré, avec un taux de taxe foncière parmi les plus élevés du pays. Un bourg de la Sarthe a moins de 900 € le mètre carré,
où une lutte ouvrière documentée par la presse nationale a précédé chaque annonce immobilière. Même pays, 7 économies locales qui cherchent leur prochain chapitre. La vraie question n'est pas de savoir si ces prix sont réels, c'est de savoir ce qu'on accepte d'habiter et à quel prix on accepte de vivre avec ce que l'histoire industrielle a laissé dans les murs. Dans lequel de ces 7 territoires pourrais-tu t'installer réellement? Pas pour un week-end, mais pour construire quelque chose. Écris-le en commentaire et dis pourquoi. Et si ce format te donne accès à des réalités que les portails immobiliers ne